Le RAO, est-ce que c'est une cardiopathie à risque d'endocardite infectieuse? Oui ou non? Oui. Il y a un risque très important. Méfiez-vous, les sujets âgés encourent un risque réel de greffe endocarditique sur un simple RAO. Les seuls qui n'exposent pas à l'endocardite, c'est le RM et la CIA. Si vous trouvez une CIA, il n'y a aucun risque. Et un RM, c'est la même chose. Toutes les autres valvulopathies peuvent exposer au risque d'endocardite et doivent bénéficier de l'antibioprophylaxie. Allez, on fait la CND. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté parce que le RM est essentiellement rhumatismal. Il n'y a pas de RA. Il n'y a pas de RA chez les sujets âgés. Quand vous trouvez un RAO chez les sujets jeunes, il faut toujours attester. Ce n'est pas un RAO. Quand on dit RAO, c'est un RAO isolé. Si vous trouvez un RAO avec le DIA, un RAO avec le DIA, ou un RM, là, c'est pour une rhumatisation. Mais un RAO comme ça isolé, c'est toujours un sujet âgé. Alors, s'il vous plaît. Il n'y a pas de questions? Pas de questions. Alors, la CND, la cardiomyopathie dilatée. Quand on dit cardiomyopathie dilatée, ça veut dire qu'il y a déjà une maladie du myocarde, c'est cardiomyopathie. Et quand on dit dilatée, ça veut dire qu'il y a une dilatation du ventricule gauche. Déjà, c'est une cardiopathie du cœur gauche par définition. Cette cardiomyopathie dilatée, elle est très différente de la CMH qu'on avait vue la dernière fois, dans la définition, dans le pronostic, dans le traitement, etc. La dilatation du ventricule gauche, elle n'est pas due, ça c'est important dans la définition, elle n'est pas due à une pathologie valvulaire. Elle n'est pas due à une cardiopathie ischémique. Elle n'est pas due à une cardiopathie hypertensive, ni péricardique, ni congénitale. Ça veut dire qu'on a l'impression que c'est une dilatation qui est idiopathique ou encore primitive. Je répète, la dilatation de la cardiomyopathie dilatée, ce n'est pas une dilatation secondaire à un processus acquis quelque part. Ça veut dire une IAO qui a dilaté le ventricule gauche, une IM qui a dilaté le ventricule gauche, par exemple, un infarctus. On fait un infarct antérieur, ça dilate le ventricule gauche. Non, ici, c'est des jeunes gens, ça c'est important, c'est des jeunes gens, la moyenne d'âge de découverte d'une CMD c'est 18-25 ans, pas plus. C'est des jeunes gens qui n'ont aucun antécédent particulier. Alors c'est pas l'histoire des angines à répétition, c'est pas la mort subite dans la famille, il n'y a aucun antécédent, ni personnel, ni familial. Et pourtant, un beau jour, un beau matin, ils arrivent avec les signes d'une insuffisance cardiaque. Quand je vous dis maintenant insuffisance cardiaque, ça veut dire quoi pour vous? Il y a quoi à la porte? Quand vous regardez la porte? Alors quand je vous dis insuffisance cardiaque, ça veut dire quoi pour vous? Aigu ou bien chronique? Aigu, c'est quoi la manifestation? C'est l'OAP. Et chronique, c'est quoi? C'est les signes d'hypoperfusion que vous connaissez maintenant, qui apparaissent d'abord à l'effort et puis après au repos. Là, on est en train de parler du cœur gauche. Cette insuffisance cardiaque gauche, quand on la laisse évoluer, le risque c'est qu'elle devienne globale. Ça, c'est très important. Ça veut dire que le malade commence à faire de la dyspnée, de l'angor, enfin les signes que vous connaissez. Et puis au fil du temps, il va commencer à faire les signes droits. C'est quoi les signes droits? Le premier signe qui apparaît, c'est quoi? C'est les œdèmes des membres inférieurs. Ça, c'est important. Vous ne pouvez pas avoir d'acide, par exemple, isolé, sans œdème des membres inférieurs. À ce moment-là,
c'est pas une acide cardiaque. Il faut chercher autre chose. Vous ne pouvez pas avoir une hépatomégalie sans qu'il y ait déjà les fameux œdèmes des membres inférieurs. Donc ça commence par les œdèmes de stase. La patiente ou le patient donc s'inquiète parce qu'il voit des œdèmes de plus en plus inquiétants, de plus en plus invalidants. La dyspnée commence à s'aggraver au fil des jours et là il va consulter. Souvent, il ne consulte pas de cardiologue, il va aller voir un médecin généraliste, voir un pneumologue pour la dyspnée. Donc, on n'a pas à l'esprit que des jeunes gens comme ça puissent faire de l'insuffisance cardiaque sans aucun antécédent. Et pourtant, quand il est orienté vers un cardiologue devant une cardiomégalie parfois ou devant un ECG pathologique, en faisant une échographie cardiaque, on découvre un ventricule gauche qui est extrêmement dilaté. Et je vous ai dit, un ventricule gauche dilaté par définition est un ventricule gauche qui devient amorphe, mou, donc il perd de la contractilité. Et quand on perd de la contractilité, on perd de la force. Et le paramètre principal de cette contractilité ventriculaire gauche, c'est ce qu'on appelle la fraction d'éjection. En grandes lettres majuscules, FE. Je répète, l'histoire clinique de la CMD, elle est la même pour tous les malades. Elle se répète à chaque fois. C'est des adultes jeunes, 18-25 ans, avec une prédominance masculine qui n'est pas expliquée d'ailleurs, qui commencent à faire des signes d'insuffisance cardiaque gauche. Ils font le plus souvent une dyspnée d'effort qu'ils vont banaliser, qu'ils vont négliger. Ils vont consulter, voir différents médecins, pas de cardiologue, jusqu'au moment où vont apparaître soit de l'ango, soit les signes droits, qui sont souvent plus inquiétants. Quand le malade consulte un cardio, à l'échographie cardiaque, on découvre un ventricule gauche qui est... Et on mesure la fraction, c'est le paramètre le plus objectif de la fonction systolique cardiaque. C'est un paramètre très objectif. Quand on dit objectif, ça veut dire quoi? Il est fiable, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas des conditions externes. Quand on dit que la fraction d'éjection est basse, ça veut dire qu'elle est réellement diminuée et basse. Alors la FE normale, elle doit être de 60% à 65%. Elle est exprimée en pourcentage. Au cours d'une CMD, d'une cardiomyopathie dilatée, la FE moyenne est de 40%. Ça, c'est la FE moyenne. Hein. Dans certaines CMD très évoluées, on trouve des FE de l'ordre de 18 à 20%. Donc c'est vraiment des cœurs qui deviennent incapables de se contracter et qui perdent jusqu'à 50% de leur fonction systolique initiale. Quand on trouve ce genre de paramètres à l'échographie, il faut absolument éliminer d'abord toutes ces causes secondaires qui peuvent dilater un ventricule gauche. Vous comprenez ça? Il faut éliminer une valvulopathie gauche. Il faut éliminer cardiopathie ischémique, hypertensive, congénitale, péricardique, toutes les causes secondaires qui peuvent aboutir à cette dilatation. Quand on a fait tout ça, on est sûr que ce n'est pas une IA, une IM, une HTA, que ce n'est pas une CIV, que ce n'est pas une coarctation. On va dire que cette dilatation, elle est probablement primitive ou encore myopathique. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra parler de cardiomyopathie dilatée. Donc c'est un diagnostic d'exclusion? C'est presque un diagnostic d'exclusion. Je dis presque, je verrai pourquoi après. Hein. C'est presque un diagnostic d'exclusion. Et c'est important de prendre le temps d'éliminer toutes ces pathologies-là. Parce que si c'est une simple IAO, on connaît le traitement, il faut aller remplacer la valvulare. Si c'est une IM, on a un traitement. Et si c'est une dilatation primitive ou idiopathie, est-ce qu'on a aujourd'hui le moyen de récupérer des myocytes qui sont morts? Tous les myocytes perdus ne se régénèrent jamais. Même dans les laboratoires les plus évalués de génie génétique, on arrive à greffer beaucoup de choses, mais pas le cœur. On n'arrive toujours pas à trouver le moyen de générer ces cellules qui sont mortes. Et un ventricule gauche dilaté est un ventricule qui perd des myocytes. Il a perdu de la masse contractile. Alors nous, par expérience, on sait que ces jeunes gens-là, quand ils arrivent chez nous au stade d'insuffisance cardiaque, on estime
leur espérance de vie de 6 mois à 2 ans. De 6 mois à 2 ans, on sait que ces jeunes gens-là vont mourir dans 6 mois à 2 ans. Et ils meurent, contrairement à la CMH, non pas de mort subite, ils vont mourir dans un tableau de défaillance multi-système. C'est une hypoperfusion chronique qui évolue très très lentement, comme ça, dans le temps. On va avoir de l'oligo-anurie, une insuffisance rénale, après un foie de stage, une insuffisance hépatique, après de l'hypoperfusion cérébrale, ils vont faire tout un tas de complications jusqu'au beau matin où ils vont arriver dans un tableau de bas débit cardiaque. C'est quoi le bas débit cardiaque? C'est l'état de choc cardiogénique. Le malade arrive avec une tension qui est imprenable. On ne trouve même pas la pression systolique. Il est en décompensation globale. Ça veut dire qu'il y a en même temps les rats crépitants, qu'il y a les œdèmes, les pathomégalies, l'acide, parfois les œdèmes qui montent jusqu'aux cuisses, c'est des œdèmes très réfractaires. En même temps, il y a de la cytolyse, de l'insuffisance rénale, de l'hyperkaliémie. Il a toutes les raisons de mourir, mais il ne mourra pas comme la CMH d'une tachycardie ventriculaire, par exemple, d'une mort subite. Donc, dans la CMH, on avait les moyens de prévenir cette mort subite. Ici, on ne peut pas, parce que c'est un mécanisme qui est presque automatisé, qui est une fois déclenché, qu'on ne peut pas arrêter. Le seul moyen d'espérer une survie au décours d'une CMD, c'est quoi? C'est la transplantation cardiaque. Et vous le savez mieux que moi, qu'on ne transplante pas de cœur en Algérie, même dans le monde arabe, on n'arrive pas à transplanter de cœur parce que c'est un organe, on a l'impression, mythique, qu'il ne faut pas enlever. Il y a des gens qui signent pour les greffes, maintenant c'est devenu une culture un peu répandue, alors ils signent pour nous donner un rein, du foie, une cornée, un poumon, mais jamais pour donner son cœur. Donc c'est des gens qui sont inscrits ailleurs sur des listes d'attente. Dans les pays qui font beaucoup de transplantation, il y a des listes d'attente de greffés. Alors on s'inscrit et on attend quand on vous appelle, on vous dit on vous a trouvé un cœur. Alors chez nous, ce n'est pas le cas malheureusement. C'est la seule cardiopathie au cours de laquelle on est vraiment impuissant et c'est très frustrant pour nous parce que c'est des gens auxquels on s'attache. Au bout de 2 ans, on les voit presque tous les jours. Il vient pour une dyspnée, demain pour une pleurésie, après pour une acide. Donc on s'attache à ces gens-là. Et on sait très bien, on connaît l'issue. On sait que dans quelques temps, voilà, il va être hospitalisé pour un état de choc et demain on viendra, on nous dira qu'il est décédé. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était presque un diagnostic, presque parce que toutes les CMD ne sont pas des CMD primitives. Ça, c'est important. Toutes les CMD ne sont pas primitives, même si on a éliminé les principales causes qu'on connaît ici. Il y a certaines CMD qui sont secondaires. Le problème avec la CMD, c'est qu'on ne connaît pas l'étiopathologie. Et quand vous ne connaissez pas l'étiologie d'une maladie, vous ne pouvez pas apporter de thérapeutique. Rappelez-vous, la CMH, on a reconnu que c'était une maladie génétique, elle était héréditaire, on a mis en place des moyens de diagnostic, même anténatal, donc on fait du diagnostic génique. Dans la CMD, il n'y a aucun facteur héréditaire. Ce n'est pas une maladie génétique, ce n'est pas une mutation, ce n'est pas une maladie acquise comme on a vu pour les valvulaires, c'est une maladie, on a l'impression, qui tombe de nulle part. Pourtant, il y a au moins 5 à 10% de ces CMD qui sont secondaires à des causes acquises. Le problème avec ces causes acquises ou ces causes secondaires, c'est que chez nous, en Algérie, à Annaba, on n'a pas les moyens de laboratoire suffisants pour faire le diagnostic de ces formes secondaires. Est-ce que vous connaissez les maladies orphelines? C'est quoi une maladie orpheline? Elle est tellement rare qu'on dit qu'elle est orpheline, qu'elle n'a pas de parents. La CMD est considérée comme une maladie orpheline. Regardez sur vos connectez-vous ce soir, allez sur le site Orphanet,
Orphanet, c'est le site des maladies orphelines. Vous allez voir que ailleurs, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans le diagnostic étiologique de ces maladies-là. Aujourd'hui, pour la CMD, il y a au moins 200 étiologies géniques, toutes géniques, de CMD secondaire. Chez nous, on ne peut faire aucun de ces diagnostics-là. Est-ce que vous comprenez? Donc rapidement, on dit que la CMD est idiopathique, mais peut-être que non. Peut-être qu'elle n'est pas primitive, qu'elle est secondaire à quelque chose qui est curable. Ça veut dire qu'on condamne nos patients rapidement à cette étiologie idiopathique, on les condamne à un traitement symptomatique, alors que peut-être qu'il existe une cause qui est réversible. Vous comprenez ça? Alors ce qu'on peut faire chez nous en matière de diagnostic, c'est ça. Il y a certaines causes secondaires qu'on arrive à plus ou moins à diagnostiquer. J'insiste sur l'alcoolisme. L'alcoolisme, c'est une cause répandue de CMD réversible. Ça veut dire quoi réversible? Qu'à l'arrêt de l'alcoolisme, il va y avoir stabilisation de la maladie. On ne va pas récupérer la FE. Si la FE est à 40, elle ne va pas augmenter à 60, mais elle ne va pas diminuer davantage. Il y a certaines CMD qui sont dues aux chimiothérapies. Vous connaissez les chimiothérapies? Essentiellement le 5-FU, les tricycliques, les anthracyclines, qui ont une toxicité cardiaque. Là aussi, si on arrête le médicament toxique, on va stabiliser, mais jamais récupérer la masse qui a été perdue. Il y a certaines CMD qui accompagnent des maladies de système, essentiellement le LED, le lupus, et le traitement de la maladie de système permet pareil de stabiliser l'évolution de la maladie. On associe aussi les CMD aux hypothyroïdies, au diabète type 1, au Cushing, à l'acromégalie et à certaines infections virales, surtout le CMV. Vous connaissez le CMV, le cytomégalovirus? C'est la principale cause de CMD virale. Malheureusement, on ne fait pas le diagnostic du CMV chez nous. On n'a pas les moyens de faire la sérologie du CMV. Donc souvent, on ne fait pas le diagnostic et on dit qu'elle est tout bêtement idiopathique. Alors, elle peut être due à une hémochromatose. Vous connaissez l'hémochromatose? Très bien. Les hypertensions essentiellement secondaires, comme le phéochromocytome, différentes avitaminols, notamment le B1, le beriberi, etc., les hypocalcémies et les intoxications au plomb, au mercure, à l'amiante. Sauf que chez nous, on n'a pas de laboratoire performant pour faire ce genre de diagnostic. Maintenant, il y a des laboratoires qui sont conventionnés avec des labos à l'extérieur. Quand on a un doute, il nous arrive de prescrire des examens biologiques. Ça coûte extrêmement cher. Parfois, c'est 100 000 dinars pour faire un seul prélèvement. Donc, rapidement, je répète, on condamne nos patients et on dit que la CMD est... Et en disant cela, on laisse évoluer l'insuffisance cardiaque au fil des jours, au fil des mois. Je répète, c'est vraiment une évolution qui est sournoise. Ça veut dire qu'on connaît l'échéance et qu'on a les bras liés. On donne en matière de traitement des médicaments purement symptomatiques. C'est-à-dire, quand il y a des œdèmes, on donne par exemple des... Quand il y a de l'angor, on donne des dérivés. Quand il fait de l'acide, on va aller ponctionner son acide. Quand il est en badémie cardiaque, qu'est-ce qu'on prescrit? Les Ritalin ou encore les inotropes majeurs, c'est-à-dire la Dobu, la Dopa. Donc on fait vraiment du traitement de confort, du traitement symptomatique, sachant que le seul traitement curatif, c'est parfois cardio-pulmonaire. Donc cardiaque ou bien cardio-pulmonaire. Aujourd'hui, en attendant la transplantation, il y a certaines méthodes interventionnelles qui se font en Algérie, mais qui ne permettent pas de guérir le patient. Ça permet de gagner du temps en attendant la transplantation. C'est notamment la resynchronisation cardiaque. Ça veut dire quoi, resynchroniser un cœur? C'est mettre en sous musculaire un appareil comme un pacemaker, comme le DEF. Vous vous rappelez le DEF? Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas pour défibriller, c'est pour travailler à la place du cœur. On introduit 3 sondes, auriculaires et ventriculaires, et c'est les sondes qu'on va ajuster, qu'on va synchroniser entre elles pour prendre le relais de l'activité cardiaque. Ça permet de tenir 6 mois, 1 an, 2 ans,
en attendant, quand on est inscrit sur une liste de donneurs, on a une resynchro en attendant d'être transplanté. On fait de la resynchro chez nous, ça permet de tenir, d'allonger un peu l'espérance de vie, mais ce n'est en aucun cas un traitement curatif. Donc la CMD, c'est vraiment une pathologie qui est lourde de conséquences. Chaque fois que vous avez des jeunes gens qui font de la dyspnée, qui font de ce boiter, des œdèmes des membres inférieurs surtout, ce n'est jamais fonctionnel. Il n'y a pas d'œdèmes qui soient normaux chez des sujets jeunes en bonne santé. Ça cache toujours quelque chose. Donc il faut les envoyer consulter. Et si c'est le CMD, il faut essayer de faire le maximum pour tomber sur une cause secondaire. Il y a des questions? Donc demain, on fera le TD avec l'autre groupe et on se voit à l'examen.